Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette 11e ronde du tournoi des candidats. Le tournoi qui va permettre de désigner le futur challenger du champion du monde, Magnus Carlsen. Et pour cette 11e ronde, j'ai choisi de vous présenter la partie qui a opposé le jeune champion français de 19 ans, Alireza Firouzja, au champion russe expérimenté, Jan Nepomniachtchi. Alors pourquoi j'ai choisi cette partie? Parce qu'il y a une certaine intensité dramatique. Nous comprendrons plus tard. Dans cette partie, Firouzja a donc les blancs, et il ouvre avec le pion roi, E4. E5, réponse symétrique. Cavalier F3 tacle le pion E5. Cavalier F6 contre-attaque sur le pion E4, c'est ce qu'on appelle la défense russe. Défense qui est totalement maîtrisée par Nepomniachtchi, il la joue souvent. Firouzja prend en E5, les noirs repoussent le cavalier avant de prendre en E4. Et là, Firouzja joue un coup assez rare, il va jouer le coup C4. Habituellement, on joue plutôt D4, avec l'idée de mettre le fou en D3 ensuite, voire même cavalier C3. Mais cette poussée C4, moi je ne la connaissais pas. Alors on va comprendre l'idée de Firouzja un peu plus tard. Les noirs ont joué ici cavalier C6. Firouzja attaque le cavalier, repousse le cavalier noir, puis il joue D4. Donc on comprend maintenant que Firouzja veut avoir une certaine influence centrale, un avantage d'espace central grâce aux pions C4 et D4 qui sont sur la 4e rangée et qui contrôlent donc des cases sur la 5e rangée. Alors certainement que sur la poussée D5, Firouzja avait prévu la contre-poussée C5. Mais Nepomniachtchi, ici, il va jouer fou E7. Il ne va pas se casser la tête, en réalité, il va jouer que des coups de développement rapides. Il va rapidement développer son aile roi et après il va rapidement développer son aile dame. D5 est joué, donc on prend de plus en plus d'espace, et sur cavalier E5, on n'échange pas les pièces. Firouzja n'échange pas les pièces. Il joue cavalier D4. Il ne veut pas échanger les pièces parce que, d'abord, il ne veut pas simplifier la position, et quand l'adversaire souffre d'un manque d'espace, eh bien, il vaut mieux lui laisser ses pièces. Et le cavalier E5 pourra peut-être être repoussé plus tard par la poussée F4. En attendant, les noirs font petit roc. Et Firouzja se développe. Il est temps d'ailleurs qu'il se développe. Vous voyez que les noirs ont déjà finalisé le développement de leur aile roi. Alors, les noirs vont maintenant jouer fou G4. Ils essayent de finaliser le développement de leur aile dame. Ils attaquent la dame. On pourrait tout à fait jouer fou E2. Préparer petit roc. Mais ça permettrait des échanges. Et ça, Firouzja, il veut pas. Il est fidèle à sa stratégie. Il joue F3. Le fou recule en D7. Et maintenant, fou E2. C6 joué par Nepomniachtchi. Il essaye d'avoir un contact en D5. En même temps, il ouvre cette diagonale pour la dame. On verra que c'est une très bonne diagonale. Petit roc. Prise en D5. Prise en D5 et dame B6. Alors la dame met une pression sur le cavalier. Cloue le cavalier parce qu'il y a un vis-à-vis désagréable avec le roi. Et installe une pression sur le pion B2 pour que le fou C1 ne puisse pas se développer correctement. Donc Firouzja joue roi H1 pour se retirer du vis-à-vis. Et Nepomniachtchi continue sa stratégie de coussin. Finalement, il va jouer tour C8, il met la tour sur la colonne, rien de plus logique. Et là, Firouzja joue G4. Un coup qui a fait pas mal parler, pas mal commenter sur les réseaux sociaux, mais aussi par tous les commentateurs qui suivaient le match en direct. Ce coup G4. Comment l'interpréter? Et si Firouzja, il est le dernier du tournoi des candidats. Il a gagné une très belle partie contre Richard Rapport, avec un très beau jeu de couleurs. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Mais il a également gâché les parties par une volonté de jeu trop agressif. Il a joué abusif dans certaines positions parce qu'il était en recherche de points pour remonter dans le classement, et finalement ça s'est retourné contre lui. Et maintenant qu'il est le dernier du tournoi des candidats, il n'a plus rien à perdre, donc il a décidé de jouer toutes ses positions de manière très tranchante. Et avec G4, son idée, bien sûr, il démantèle l'abri de son roi. Mais son idée, c'est de lancer une attaque qu'il espère fulgurante, en profitant de la présence des cavaliers pour essayer de les repousser, de gagner des temps dans l'avance des pions, c'est-à-dire de pouvoir jouer G5, attaquer le cavalier noir, jouer ensuite F4, attaquer l'autre cavalier noir, cavaliers qui auront du mal à aller sur les cases blanches parce que le fou contrôlera les cases blanches, donc il va vouloir essayer de repousser les cavaliers, essayer de prendre de plus en plus d'espace, et pourquoi pas à un moment donné de frapper sur les parois défensives du roc noir pour créer des affaiblissements, des failles sur lesquelles il pourrait s'engouffrer. Sauf que Nepomniachtchi va très bien jouer ici. Il va être très précis dans tous les coups qui vont suivre. Il commence par H6. Firouzja, il joue H4. Après tout, ça ne les ferait pas plus que ça. Il se dit, on va jouer G5, après prise, on va repousser le cavalier, puis jouer F4, repousser l'autre cavalier. La colonne H va s'ouvrir.
Peut-être que la tour et la dame, les pièces lourdes blanches, vont pouvoir s'installer sur la colonne H plus facilement que les noirs ne vont pouvoir la disputer. C'est ce qu'ils pensent en tout cas. Mais là, Nepomniachtchi joue tour E8. Continue à jouer des coussins. Il avait mis une tour sur la colonne ouverte C, maintenant il met une tour sur la colonne ouverte E. Et Firouzja, il pousse, il continue, G5. Donc prise en G5, prise en G5, cavalier H5, et roi G2. Alors pourquoi roi G2? Il faut comprendre que le cavalier menace de rentrer en G3, à faire les fourchettes roi tour. Donc roi G2, on contrôle la case. En même temps, on libère la première rangée pour que la tour puisse s'installer sur la colonne H, le cas échéant. Et puis on va préparer la poussée F4, qui va attaquer le cavalier noir et libérer la dame et le fou qui vont attaquer l'autre cavalier. C'est pas si simple à défendre pour les noirs. Sauf que Jan Nepomniachtchi n'est pas le tout venant. C'est un joueur du top niveau mondial, donc il va trouver les coups pour se défendre. Il va faire même plus que se défendre. Là, il joue cavalier G6. Très bien joué. Sauf que Firouzja, il joue F4. Ça attaque le cavalier noir, qui semble ne pas avoir de case. En plus, on pourrait toujours essayer de jouer F5, attaquer l'autre cavalier, toujours on aurait la colonne H. Et ici, comment faire avec les noirs? Bon, Nepomniachtchi l'a trouvé. Mais vous, trouverez-vous le bon coup avec les noirs? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver la réponse de Nepomniachtchi. A tout de suite. Alors ici, j'espère que vous avez des idées. Le coup est un peu forcé finalement. Nepomniachtchi fait cavalier H, prend F4. Alors même que les blancs peuvent gagner la pièce, il y a 2 attaques pour une seule défense. Mais Nepomniachtchi a prévu de prendre le pion B2. Pour gagner le cavalier en F4, il faudra que le fou s'éloigne de la protection du pion B2. Et si on gagne le pion B2, le cavalier C3 n'est plus protégé, or il sera attaqué par la tour et par la dame, et en même temps le fou E2 sera cloué sur la deuxième rangée. Fou E2 qui peut être pris pour cible également par la tour E8 dès que le fou E7 se déplace. Donc oui, Firouzja gagne une pièce, mais il va perdre 2 pions, il va subir de nombreuses menaces, et il va perdre le contrôle de la position surtout. Donc après fou F4, il y a eu dame prend B2. Voilà, le cavalier C3 est attaqué. Firouzja joue cavalier E4. Après tout, il retire son cavalier de l'attaque, et il attaque même 2 fois le pion D6. Et là, toujours très bien joué de Nepomniachtchi, tour C4. Un coup qu'il fallait avoir vu avant. On n'a pas peur de fou prend tour, puisque le fou est cloué sur la deuxième rangée. Et la tour noire, elle commence à attaquer 2 fois le cavalier D4, mais derrière, il y a le cavalier E4 qui n'est pas protégé, et derrière, il y a le fou qui ne sera pas assez protégé. Donc il y a une attaque sur la quatrième rangée qui est très forte. Donc tour C4, c'est un fort coup. Mais alors, ce qui est amusant, c'est le coup de l'ordinateur dans cette position. Il m'a beaucoup fait sourire, le coup de l'ordinateur. C'est très difficile à trouver. Ici, l'ordinateur, il joue le coup fou D8. Merveilleux. Alors même que le fou était le défenseur du pion D6, et qu'on va laisser faire cavalier prend D6, faire les fourchettes, parce que les noirs ont une pièce en moins quand même toujours. Et là, les noirs laissent prendre le pion D6 avec la fourchette. Et pourtant, c'est un excellent coup, ce coup fou D8. C'est très esthétique. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Après cavalier prend D6, donc là, les blancs engrangent pas mal de matériel. Les blancs ont une pièce de plus, ils viennent de regagner un pion. Et les noirs, ils vont faire tour prend fou E2. Le sacrifice de qualité. Alors évidemment, si on prend de la dame, il va peut-être y avoir ici dame prend cavalier, certainement. Et si c'est le cavalier qui reprend en E2, maintenant il y a tour C2 qui va clouer ce cavalier. Et si on vient le défendre, par tour E1 ou par tour F2, on va perdre F4. Par exemple, si on joue tour F2, il y aura cavalier prend F4 et le cavalier blanc ne peut pas reprendre, parce qu'il y a une double attaque sur la tour. Et si la tour prend, le cavalier E2 tombe. En fait, cette position est trop forte pour les noirs, trop puissante. Donc le coup fou D8 de l'ordinateur permet de libérer la puissance de feu de la tour sur la colonne, et on n'a pas peur de cavalier prend D6. C'est très, très joli, mais bon, c'est très dur à voir ça. Donc là, les noirs, ils ont joué tour C4. Donc Nepomniachtchi, il a joué un coup un peu plus humain, un peu plus facile à trouver. Alors Firouzja joue fou E3, il défend son cavalier qui était doublement attaqué. Et là, Nepomniachtchi continue à trouver tous les coups, tous les bons coups. Et il joue fou prend G5. C'est pas grave que le fou soit pris parce que là, ça libère la puissance sur la colonne. Et donc, si on fait cavalier prend G5, il y aura tour prend fou E3, le cavalier va être attaqué 2 fois, le fou sera également attaqué 2 fois, il est cloué, ça va pas.
Si on fait fou prend G5, bah c'est pareil, il va y avoir tour prend, on attaque la dame, on attaque 2 fois le cavalier ici, ça ira pas. Donc ici, Firouzja trouve le moins pire des coups, il va jouer tour B1. Il contre-attaque sur la dame, qui va prendre en A2. Il rejoue tour A1 pour attaquer la dame. Et Nieponaché joue tour prend carré et D4. Très bien joué. Alors si c'est la dame qui prend, il y aura dame prend fou échec. Si c'est le fou qui prend, on pourra faire dame prend D5. Attaquer le cavalier 2 fois qui est cloué. Il n'y a pas de bonne façon de le défendre. Si on joue fou D3, on ne protège plus le fou D4, et même ça ne défendra pas assez le cavalier. Si on joue fou F3, le cavalier n'est pas assez défendu, mais on peut même jouer cavalier H4 pour faire les fourchettes. Donc c'est trop fort. Et si donc le coup, tour prend cavalier D4. Donc Firouzja prend la dame. Mais évidemment, Nieponaché prend la dame aussi. Fou reprend. Et là, fou prend E3. Cavalier prend D6, attaque la tour, et tour E7. Et dans cette position, Firouzja, il a la qualité de plus. C'est-à-dire qu'il a 2 tours. Mais il n'a pas 2 tours pour rien. Les noirs ont 3 pions de plus. C'est beaucoup. Et ils ont la paire de fous. Dans une position ouverte où les fous, en fait, sont rayonnants. Ils sont très très forts. Ils pourront contrôler des tas de diagonales. Donc en réalité, la position, elle est bien sûr meilleure pour les noirs. Fou B3 est joué par Firouzja. Peut-être lorgne-t-il sur le pion F7 ici, vous voyez, comme ça. Il faut que les noirs contrôlent des sacrifices de cavalier en F7 suivis de la poussée D6, qui pourrait attaquer la tour et la clouer. Alors les noirs ont joué fou C5, ils viennent attaquer le cavalier, et Firouzja va prendre le pion en B7 et attaquer le fou noir. Alors regardons ce qui serait passé sur cavalier prend F7. C'est pas évident, mais il y a une variante d'attaque très forte contre le roi blanc, parce que le roi blanc est esselé ici, et il va être aux prises aux 2 fous, à la tour et au cavalier. Et ici, certainement, que Nieponaché, il aurait donc collaboré avec ses 4 pièces contre le roi blanc, en jouant par exemple cavalier H4 échec. Voilà. Alors si le roi vient en G3, il pourrait y avoir tour E3 échec, alors déjà ça fait fourchette roi fou. Hein. Et en cas de roi prend H4, on pourrait récupérer le fou, mais on a même mieux, on a une collaboration offensive contre le roi blanc et on va même le mater. On peut jouer fou E7 échec, vous voyez, avec la paire de fous qui attaque et la tour. Et le but, c'est d'attirer le roi vers le pion G7 pour qu'il lui aussi puisse participer à la curée. Si le roi vient en H5, tour H3 échec, roi G6, tour G3 échec, roi H5, G6 échec, oblige roi H6 et le mat est donné par fou F8. Voilà. Donc, vous voyez, sur cavalier prend F7, si les blancs jouent cavalier prend F7, bon, c'est parce que dans la partie, ils ont fait cavalier prend B7, hein, mais sur cavalier prend F7, il y aurait donc cavalier H4 échec. Alors, on vient de voir ce qui se passerait sur G3 avec tour E3 échec. Et si le roi va ailleurs, s'il vient en H2, il pourrait y avoir tour E3 qui attaque le fou, mais qui menace aussi tour H3 mat. Hein. Le fou protège, le fou contrôlera, lequel il contrôlera, la tour attaquera, ce sera mat. Donc, dans la partie, on comprend qu'après fou C5, c'est pas la prise du pion F7 qui a été jouée, c'est la prise du pion B7. Et on attaque le fou qui recule en B6. Firouzja joue fou C4, il vient contrôler la case E2, peut-être cherche-t-il à jouer tour E2, à échanger les tours. S'il échange des tours, peut-être que le pion F7 sera fragilisé, avec l'attaque de la tour, peut-être du cavalier, peut-être de l'avance du pion. Sauf qu'il n'aura pas le temps. Tour E3 est joué, menace fou H3, avec l'enfilade ici. Alors les blancs ont joué roi H1. Il y a fou H3 qui a été joué quand même, attaque la tour qui est venue en C1. Fou F5. Alors cette fois-ci, fou F5, c'est pour libérer la case H3 pour la tour en fait. Les noirs menacent tour H3 échec. Et toujours cette attaque de mat, parce que vous voyez, il y a le fou qui contrôle la case G1. Et après, sur roi G2, cavalier F4 échec, oblige roi F1, il n'y a pas d'autre case. Et après, on mate avec tour H1. La tour attaque sur la première rangée, le cavalier contrôle les cases blanches et le fou les cases noires. Voilà. Donc, quand le fou se retire en F5, c'est pour libérer la case H3. Bon, alors Firouzja, il a joué fou F1 pour contrôler cette case H3, mais après fou E4 échec, il abandonne. Là, c'est le coup de trop. Parce que le roi est attaqué, donc il va devoir bouger. On ne peut pas jouer fou G2, hein, parce que si on joue fou G2, les noirs ils ont un très fort coup. Si de trouver d'ailleurs. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors vous l'avez trouvé, ça serait le coup tour H3.
Un joli mat. La tour attaque, le fou G2 ne peut pas prendre parce qu'il est cloué, et l'autre fou contrôle. Donc sur fou E4, on ne peut pas jouer fou G2, et si on ne joue pas fou G2, qu'est-ce qu'on va jouer? On n'a pas envie de jouer roi G1 et d'être sous le viseur du fou. On va peut-être jouer roi H2, mais maintenant fou prend D5, et ça attaque, ça fait fourchette cavalier tour, donc les blancs vont perdre une pièce, et ils subissent encore l'attaque, et non seulement ils perdent une pièce, mais ils ont 3 pions de moins, et le roi blanc il est encore à découvert en fait. Donc après, fou E4, échec, ici, abandon de Firouzja. Mais comparons la position jouée par Firouzja, après le coup G4, à cette autre position, jouée par Garry Kasparov, l'ancien champion du monde d'échecs, quand il avait 18 ans seulement. Firouzja a 19 ans, actuellement. Il vient d'avoir 19 ans, hein, il y a seulement quelques jours, il a eu 19 ans dans le tournoi des candidats, et Kasparov avait 18 ans. Et on peut noter certaines similitudes entre ces deux positions. Alors, regardons comment Garry Kasparov avait monté son attaque, avait prêt la poussée G4. Son adversaire, le grand maître Leonid Yurtayev, avait joué tour E8, la tour sur la colonne, et G5 joué par Kasparov. Alors, les noirs ont pris en F4, Kasparov a repris, le cavalier est venu en H5 attaquer le fou, et si le fou recule, il y aura la prise de la dame du pion G5. Donc Kasparov a pris le cavalier en B8, tour prend, et il a joué F4 avec cette idée de la dame qui attaque le cavalier. Alors, dans la partie, les noirs ont joué G6. Et là, Kasparov a joué dame F3. Il attaque doublement le pion D5, et la dame peut appuyer l'avance du pion F4 en F5. Les noirs ont joué B6, il était préférable de jouer cavalier G7 pour contrôler la case F5, mais B6 a été joué, avec l'idée que sur cavalier prend D5, il y aurait fou B7, avec la double attaque du cavalier et l'ouverture de la grande diagonale blanche où il ne manque pas de cible. Et sur dame prend, eh bien, il y aurait fou B7 aussi, bien sûr, et surtout d'ailleurs. Donc dans la position, après B6, bien sûr, Kasparov ne va pas prendre le pion D5, mais il va jouer la poussée F5. Tour B7 a été joué, F6. Et d'un seul coup, le cavalier H5, ici, il est enfermé. Les noirs ont joué fou E6, tour A1, dame D6, tour E5. Kasparov s'installe dans la position, il joue maintenant tour 3, B5, fou E2 menace la prise du cavalier noir, qui provoquera la destruction de l'abri du roi noir. B4 est joué, prise en B4, tour prend B4, alors là s'attaque le pion B2, mais fou prend H5, on casse tout, pion prend. Et là, un joli coup de Kasparov, il va jouer le coup G6, avec l'idée que si le pion F7 est pris, eh bien le fou va tomber. Si le pion F7 est détourné, pardon, le fou va tomber. Donc c'est le pion H qui prend. Ici, on ne peut pas essayer de mater par dame H6, parce qu'il y aurait le retour in extremis de la dame en F8. Par contre, les blancs ont un très fort coup. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez trouver le coup de Kasparov, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Kasparov, ici, il a joué le sacrifice de qualité, tour prend fou. Parce que si dame prend, maintenant il y a dame H6, et la dame noire ne pourra pas revenir en F8, arrêter le mat en G7. Donc pour éviter le mat, les noirs devront faire dame prend pion, et perdront la dame, c'est triste quand même. Donc sur tour prend fou E6, c'est pion prend qui a été pris. Et maintenant, Kasparov, il joue dame H6. Il menace dame G7 mat, mais en même temps il attaque le pion G6, et le pion F6 peut avancer en F7. Donc oui, les blancs ont sacrifié la qualité, mais ils ont une attaque décisive ici. Les noirs, s'ils jouent tour B7, alors ils ont abandonné dans la position, mais s'ils jouent tour B7, bah, je suppose qu'on peut prendre en G6 sur échec ici. Et si le roi vient en F8, bon, peut-être tour G1, avec la menace dame G8 mat, difficile à bloquer cette menace en réalité. Elle est quasiment imparable ici. Et puis si le roi vient en H8, alors on peut jouer F7 pour couper le contrôle de la 7e rangée, et là on menace dame H6 mat. Alors recomparons les deux positions. Qu'est-ce qui fait que l'attaque de Firouzja est un fiasco, alors que l'attaque de Kasparov triomphe, dans une position qui a certaines similitudes? Eh bien, chacun peut se faire son avis, mais il y a certainement 3 éléments. D'abord, un élément objectif sur l'échiquier, c'est que dans la position de Firouzja contre Nepomniachtchi, eh bien Nepomniachtchi est beaucoup mieux développé que ce qu'est Leonid Yurtayev. Nepomniachtchi, il a déjà les tours en liaison, et toutes les pièces sont développées.
alors que Yurtaïev n'a pas les tours en liaison et le cavalier, le fou et la dame sont encore sur leur case de départ. Donc il y a un meilleur développement pour les noirs dans la position de Nippo-Nachi. Et puis, Alireza Firouzja n'est pas encore Kasparov, et ce n'est pas faire injure à Léonid Yurtaïev de dire qu'il n'a pas le niveau non plus de Yann Nepomniachtchi. Bien voilà, j'ai trouvé ça intéressant de comparer ces deux positions, parce que quand j'ai vu la position de Firouzja, elle m'a immédiatement fait penser à une position que j'avais étudiée, donc de Kasparov. Et je l'ai recherchée parmi toutes ces centaines de parties jouées, et j'ai fini par la retrouver. Et je me souviens que quand j'avais analysé la partie de Kasparov, j'avais été étonné de la construction de son attaque, avec la poussée du pion G, et comment le pion G, le pion F se mêlaient à l'assaut. Ça m'avait étonné, j'avais trouvé ça assez étrange qu'on puisse comme ça attaquer en laissant le roi autant à découvert. Alors c'est vrai que, d'ailleurs, si on regarde avec le module, les coups de Kasparov sont peut-être pas toujours les meilleurs. Peut-être que l'attaque est un peu abusive également. Sauf que Kasparov, lui, il était encensé, alors que Firouzja, il est critiqué. Alors bien sûr, le résultat de la partie en fait pour beaucoup, mais également c'est deux époques différentes. Il y a une époque avant les ordinateurs, et une époque avec les ordinateurs, où maintenant chacun se fait son avis et peut critiquer très facilement en regardant simplement la jauge de la barre d'évaluation. Voilà, eh bien, merci pour votre attention et bonne fin de journée. Au revoir à tous.